tu parles aussi assez ouvertement de ta virginité et de ton dépucelage tardif. Ouais, exact. En fait, j'ai attendu très très longtemps pour 2 raisons. La première, comme je dis, c'est que je voulais tomber amoureux d'une femme et vraiment sur le principe d'attendre d'être en couple et d'avoir des sentiments pour faire ça. Et la deuxième, c'est parce que j'avais un sketch aussi pendant très longtemps où je faisais des blagues sur ma virginité. Tu vois, je disais pendant... Ah, ça t'a enfermé dans ce truc? Ouais, vraiment. Pendant genre 5 ans, j'avais un sketch où je disais que je suis puceau et les blagues, elles marchaient de ouf parce qu'il y avait un truc dont on n'a jamais vu ça sur scène, tu vois. On n'a jamais vu quelqu'un qui parle de ça avec une légèreté et une finesse et tout. Et du coup, j'étais dans un truc où je me disais, mec, si tu kennes, là, tu perds toutes tes blagues. Tu vois? Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec. Chaque 2e et 4e mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. Je sais pas pourquoi. T'as vraiment des vieilles RF, hein. Skyrock. Parce que je crois que j'ai écouté RFM tout à l'heure. T'écoutes RFM? J'ai pas fait exprès. Comment ça? Genre, je marchais et ça a mis RFM. Tu marchais, Samy RFM? Ouais. C'est vraiment la pire. T'es vraiment pas fait prêt pour écouter ça. Je suis pas fait pour écouter ça, mais les gens ont voulu que j'écoute ça. Quels gens? Siri. T'es pas obligé de te laisser avoir par Siri. Siri m'a eu. Tu sais, le gars, il se laisse guider sa vie par Siri, quoi. Moi, c'est pas ma faute, c'est Siri. Mon iPhone, il dit tellement de choses dans ma vie. Ah ouais? Ah, de ouf. Bah, mon réveil, déjà. C'est lui qui décide si je me réveille. Bah, c'est toi qui appuies sur le bouton. C'est moi qui active. Mais si il sonne pas. Pourquoi il sonnerait pas? Des fois, ça m'arrive, il sonne pas. Genre, quand il a un vibreur, ça sonne pas. Ah. Tu vois ou pas? C'est des petits trucs, hein. Mais je trouve ça ouf, quoi. Mon iPhone, il a trop de... Ouais. C'est lui qui sait quand est-ce que j'ai des rendez-vous. Comme si on me les a dit, hein. Mais c'est lui qui me le rappelle. S'il me le rappelle pas, je sais pas. Tu t'as oublié. Ah c'est lui qui me dit quand il y a des meufs qui veulent me parler. Tu vois, il me DM et tu vois. Enfin, il y a plein de trucs. C'est lui qui me dit quand il y a des meufs qui veulent me parler. C'est pas de ma faute si j'ai regardé ce porno. C'est pas moi. C'est Siri. Il a décidé tout seul. C'est lui qui commande ma vie après tout. De ouf. La météo, c'est lui. C'est lui qui sait comment je vais m'habiller. S'il me dit il y a une bonne météo, je vais m'habiller bien. Tu vois, il y a plein de choses. Waouh. Et oui, ça va loin. Les gens qui pensent qu'Apple et l'iPhone, c'est juste un téléphone. Non, c'est bien plus que ça. C'est votre vie. De ouf. Ça pourrait faire un bon... That's my own life. You know. Non, c'est stylé. C'est très cool. Bon, Nordine, salut. Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. C'est un plaisir d'être là. Je suis très heureux de t'avoir dans ce podcast parce qu'on va parler de masculinité, toi et moi, et pour avoir vu ton spectacle qui s'appelle Violet. C'est ça. Yes. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une raison de vivre. Exactement. C'est un peu un leitmotiv, un tout. C'est un tout. C'est un concept. C'est un truc et j'ai poussé le délire jusqu'à maintenant. Je mets plein de violets dans ma vie. Mais pourquoi? En fait, à la base, comme je dis dans le spectacle, j'ai juste acheté un pull cher. C'est vrai que oui. Et après, tu veux le rentabiliser. C'est ça. Et en fait, après, je me suis renseigné et tout, et je trouvais qu'il y avait plein de choses qui se rapprochaient de ma personne, qui collaient, et le violet, au final, c'était bien plus qu'une couleur. Ça représentait plein de choses. Et je trouvais ça intéressant d'utiliser un titre de spectacle qui soit pas genre un titre de spectacle, tu vois. Ah oui. Plus le côté un peu... Nordine vous fait des blagues. Exactement, c'est un peu ringard, tu vois. Là, je trouvais que c'était un peu concept. Je pense que même un mec qui passe dans la rue, il voit juste violet, il sait pas c'est quoi, il peut venir me voir et il voit c'est un spectacle d'humour et il est surpris. Donc il y a tout ce truc-là que je trouvais intéressant. Après, j'ai beaucoup réfléchi aussi, je voulais que ça sonne juste. J'aurais pu l'appeler mauve ou lilas, tu vois, mais violet, c'était vraiment le truc qui marchait. Et puis j'ai une équipe aussi qui m'ont rassuré sur l'idée que c'était un bon titre de spectacle. Ouais. Donc tout ça m'a permis d'être sûr du truc, quoi. Et c'est un mélange de bleu et de rose. Exact, de bleu et de rouge. De rouge, pardon. De bleu et de rouge. Et du coup, ouais, comme j'explique un peu après, c'est que le fait que ce soit un mélange, aussi ça a beaucoup joué sur le choix de ce titre-là. Parce que moi-même, je suis un mélange.
de deux couleurs. Ouais. Et donc, du coup, il y avait tout ça qui en fait, devenait un peu logique. Et je me suis dit, pourquoi pas garder ce titre. Et aujourd'hui, ça est le titre de mon spectacle. Et je suis très content d'avoir ça. On va parler de tout ça. Et t'es aussi, t'es aussi dispo, t'es aussi disponible sur Instagram. Tu fais À la Fnac, vous pouvez me retrouver au rayon hommes et femmes. Bonjour. C'est long hein, comme journée. À chaque fois, t'es obligé d'être dans les rayons. Non, mais t'es aussi sur Instagram et tu fais énormément de ouf. de stories. J'ai pris une régularité depuis que je suis revenu de Martinique il y a 6 mois. Là-bas, j'ai commencé à faire des vidéos et ça m'a fait un peu monter en follower. Et je me suis dit, mais en fait, c'est cool, les gens, ils ont l'air d'adhérer à mon délire et tout. Et j'ai trouvé même intéressant de pouvoir générer un contenu sur Internet qui a pas forcément de lien avec le spectacle, mais juste qui me donne, qui me fait donner mon avis sur des thèmes d'actualité tous les jours. Dès qu'il y a des trucs qui me parlent et qui parleraient à plein de gens de ma génération, je me dis, bah vas-y, rebondis dessus. C'est simple à faire, c'est 15-20 secondes max. Les gens ils aiment, ils te like, s'ils t'aiment pas, ils te like pas, mais il y a un truc très très cool aussi qui te permet de travailler différemment. Et je pense qu'aujourd'hui on peut plus le faire sans les réseaux sociaux, tu vois. C'est un monde aujourd'hui où tout passe par là. Si t'es connu, c'est parce que t'as pété sur internet, c'est pas parce que t'as pété dans la rue, tu vois. Donc il y a tout un truc où c'est pas le pété. Quand tu dis t'as pété, tu veux dire percé. Percé, je veux dire, tu vois. Donc il y a tout un truc qui en fait devenait logique et je suis content. Aujourd'hui, je prends même du plaisir à faire des vidéos. Quand je vois des gens qui me disent, ah, je suis venu, je t'ai vu sur Insta et je t'ai vu en spectacle et c'était trop bien les deux. Il y a des gens qui te découvrent sur Insta, qui viennent te voir après sur scène, quoi. C'est trop bien ça, tu vois, c'est un retour sur investissement entre guillemets. Je me dis, je me prends 1 heure de mon temps pour réfléchir à des vidéos, à des idées. Et ces gens-là qui valident, bah, ils viennent après passer 1 heure avec moi, donc c'est trop bien, tu vois. Et ils viennent rire en vrai, après avoir ri devant leur téléphone. En réel. IRL. IRL. Bref. Donc ouais, t'as quel âge? T'as 25 ans. 25 ans. Ouais. Et tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un mec? Pour moi, être un mec, c'est être capable d'assumer plein de choses. Tu vois, quand t'es un peu timide ou fragile ou autre, bah c'est d'être capable d'assumer toutes ces parts-là qui font un petit peu des faiblesses pour un homme et que toi tu réussis à en faire des vraies forces, tu vois. Les gens ils peuvent venir te voir parce que t'as ce truc-là qui fait que tu l'assumes et ils aiment bien, tu vois. Donc je trouve ça hyper intéressant d'être capable de raconter tout ça et sans forcément être ridicule, tu vois, en étant vraiment sûr de nous et en assumant le propos. Je pense que c'est ça, être un mec. Après, il y a aussi avoir des muscles un peu, je pense. En tout cas, être capable de soulever des meubles. Tu vois, moi je pense que c'est un truc, je sais pas trop. C'est important de soulever c'est important quand t'es un mec, franchement. C'est un peu l'image qu'on a à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui font qu'on n'a plus besoin d'avoir des biscottos pour s'en sortir. Mais le mec, il est quand même un petit peu censé gérer un petit peu les travaux quand on suit un peu les codes de la société. Ouais. Même si aujourd'hui, de plus en plus, il n'y a plus vraiment de codes. Les filles, elles font des trucs de mecs. Les mecs, ils font des trucs de filles. Enfin, il n'y a plus vraiment de codes. Mais malgré tout ça, c'est vrai que la notion, elle part pour moi du fait d'être capable d'assumer certaines parts de faiblesse. Et ça, c'est être un homme pour moi. Et en même temps, aussi d'assumer ton côté costaud, quoi. De ouf. Si t'es un peu costaud, il faut assumer fort, tu vois. Mais je pense que quand t'es trop en mode j'assume que je suis costaud et que je suis un mec, c'est là où je pense que tu perds un peu de la notion du je suis un mec, tu vois. Ah, mais c'est intéressant. Plus tu dis ouais, je suis un mec, je suis costaud, j'ai des bras, je gère des meufs et tout, moins pour moi t'es un mec, tu vois. Ouais. Parce que c'est comme si tu veux prouver à tout le monde que tu l'es alors qu'on sait déjà que tu l'es, tu vois. Ouais. On n'a pas besoin de le voir. Je trouve ça un peu même ridicule, tu sais. Qu'est-ce que tu penses des mecs qui font ça, en fait? C'est plutôt un peu de l'auto-persuasion, tu crois, ou... Je pense, ouais, beaucoup. C'est comme les mecs qui vont à la muscu, ils font des bras, des biceps tous les jours. Pour pousser. On voit qu'ils ont des biceps. T'as pas besoin de crier sur tous les toits que t'as des biceps. Tu vois, et je trouve ça un peu ridicule. Et c'est pareil pour les mecs qui disent, ouais, je gère des meufs. On le sait. Elles nous le disent. T'as pas besoin de nous le dire aussi, tu vois. Donc il y a un truc je pense, c'est un gros aveu de faiblesse de leur part. Et du coup, c'est dommage pour eux parce que moi, à la base, je les voyais comme des mecs. Maintenant, je les vois comme des mectons, tu vois. Ouais. Des petits mecs. Et ces mecs-là, tu préférerais qu'ils fassent plutôt part de leur faiblesse, c'est ça? De leurs émotions, etc. Ouais, de ouf. Je pense que ça cache un gros problème. Quand t'es trop sûr de toi, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois.
Il y a un truc qui a mal fonctionné quelque part dans ta naissance, dans ta jeunesse, qui fait que t'as besoin de nourrir ce manque-là avec d'autres choses. Et je pense que ces mecs-là, ils ont un petit manque de quelque chose. On va parler de ton histoire à toi, parce que on parle beaucoup des autres mecs là, mais tu disais tout à l'heure que tu étais un mélange de couleurs. Exact. C'est une grosse partie de ce que tu racontes aussi, c'est que t'as un père congolais. Exactement. Et t'as une mère marocaine, algérienne, c'est ça. Donc c'est un gros mélange. Culture de ouf. Mélange assez fort, pas très habituel justement. Et c'est ça qui ici fait une différence, c'est que les gens connaissent pas forcément le concept du métissage, tu vois, ils savent pas ce que ça peut représenter, qu'est-ce que ça peut engendrer derrière pour un enfant. Il y a plein de choses en fait auxquelles on pense pas, parce que nous on se dit juste ouais il est métis, il est beau, ou il est métis, et voilà. Mais en fait ça va beaucoup plus loin. C'est deux cultures, c'est deux façons de voir le monde qui sont mélangées en même temps. Et toi du coup t'es juste là à la base pour grandir, faire du foot, être heureux. Mais dans ça il y a plein de gens qui viennent parasiter, tu vois, plein de codes, plein de façons d'être. Il y a la religion aussi un petit peu, tu vois, c'est plein de choses qui font que ça peut vraiment perturber un enfant, tu vois. Et moi, dans mon spectacle, en tout cas, j'essaie de raconter comment j'ai vécu ce métissage, quels sont les chemins que j'ai traversés. Et encore aujourd'hui, je sais que ça me fait cogiter sur mon avenir, parce que, tu vois, il y a un truc c'est hyper important d'être sûr de qui on choisit dans ta vie. Tu vois, je sais que par exemple, si demain j'ai une meuf, il faut une meuf qui puisse correspondre à tous les gens que j'ai autour de moi, tu vois. Ah, c'est un vrai truc pour toi important. De ouf. Parce que je sais que, admettons, je sorte avec, même si je l'aime et tout, je sais que si je sors avec une fille qui n'a pas forcément les mêmes principes que moi au niveau de la religion, etc., bah forcément, ça va coincer à un moment donné. Tu vois, moi, je l'ai vu avec mes parents, l'exemple, il est parfait. Ils se sont mariés parce que ils s'aimaient et tout. Ils ont fait des choses par amour pour que ça marche. Et 10 ans après, bah, la nature de chacun, elle est revenue un peu au galop, et forcément, ils se sont séparés. Heureusement qu'on était déjà assez grands pour pas être perturbés, mais tu vois, il y avait un truc de le fait qu'ils soient pas, qu'ils soient pas pareils sur les principes et tout, bah, ça a forcément créé des problèmes par la suite, tu vois. Et je pense que c'est important quand tu t'engages avec une personne, dès le début, de se mettre d'accord sur le fait que bah, si je te prends comme ça, il faut que tu acceptes ça, et toi vice versa, tu vois. Je pense que il faut juste se parler. Si tu fais genre on fait les sourds et les aveugles, et on avance, on fait comme si de rien n'était, et au bout de 10 ans tu me dis en fait non, j'aime pas ça, j'aime pas ce mode de vie là, moi ça me correspond pas, bah forcément ça va bloquer, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu racontes tu parles beaucoup de ton père, hein, ouais. De ouf, j'en parle beaucoup. Comme je dis, c'est parce que je pense qu'il a pas eu la place que je voulais dans ma vie. Après, de plus en plus, c'est aussi parce que je suis encore au début du spectacle, et j'essaie de relever un peu ma mère dans le show, mais c'est assez compliqué parce que ma mère, elle est tellement pas c'est pas qu'elle est pas présente, mais c'est qu'elle est tellement pas il n'a pas trop posé de problème. Ouais, peut-être. voilà. En fait, mon père, c'est tellement un personnage. Ouais. C'est vraiment le père africain qui a tellement de variations dans sa vie. Tu vois, c'est le personnage charismatique, c'est en même temps le personnage énervé, en même temps le personnage gentil. Tu vois, il y a tout ça qui font que il a trop de place, mais naturellement, tu vois. Et pour moi, c'est important de le montrer tel que je l'ai vu dans ma vie, et aussi d'en parler, parce que des fois, je sais que il me manquait, mais j'ai jamais forcément pu lui dire, ou forcément pu le montrer. Et là, le fait de tirer un trait sur son caractère et sur son personnage dans mon spectacle, c'est une sorte d'hommage, tu vois. Et je trouve ça cool de voir que les gens adhèrent au personnage, tu vois. Parce que tes parents se sont séparés quand tu étais encore ouais. tout jeune, c'est J'avais ça 9 ans, ouais. T'avais 9 ans. J'avais 9 ans, ils se pleine sont construction, séparés. quoi. De ouf. J'étais au tout début. Ils se sont séparés. Heureusement, ils étaient en bon terme. Tu vois, c'était pas une séparation critique où les parents se voient plus et les enfants non plus. Il y avait juste une sorte de cassure, moi, dans ma tête. Je me suis dit, ah, c'est bizarre et tout. Pourquoi moi je suis un enfant qui a des parents qui divorcent, alors qu'autour de moi, ils ont tous papa et maman avec eux, tu vois. Et ça change des choses dans ta vie. Après, tu sais que tu dois aller une semaine chez ta mère, une semaine chez ton père, et enfin, il y a plein de choses qui changent. Et quand t'as 9 ans, bah, tu veux juste être heureux et tranquille et pas te prendre la tête. Et c'est déjà des petits problèmes qui te forgent un peu, tu vois. Ça te fait grandir et du coup devenir un homme un peu plus que quand t'as pas de divorce ou de choses à assumer. Tu parlais de la religion tout à l'heure, mais tu racontes aussi que ton père s'est converti à l'islam par amour pour ta mère, c'est ça? C'est beau, pour moi c'est magnifique, tu vois. Mon père était chrétien,
Donc il a rencontré ma mère et ma mère du coup elle a un petit peu posé un ultimatum, c'est que s'il voulait l'épouser, bah, il fallait que lui se convertisse, tu vois. Donc la belle famille de mon père du coup lui ont dit que voilà, parce qu'en gros ça fonctionne un peu avec le système de la dot. Ouais. Tu sais c'est voilà, si tu veux ma fille, bah il faut faire ça, tu vois. Je me souviens d'une anecdote. Et du coup, la belle famille de mon père, donc mes grands-parents, ils ont dit à mon père, bah voilà, si tu veux ma fille, il faut ça, il faut ça, il faut ça, et notamment se convertir à l'islam. Donc lui, il a réfléchi à ça. Il s'est posé longtemps avant d'agir non plus. Il s'est pas jeté dans le truc tout bête. Et du coup, il s'est renseigné sur l'islam, il a appris, il a fait des concessions aussi, il a arrêté plein de choses, comme je dis. Et derrière ça, bah, il est vraiment devenu musulman, ramadan, prière et tout. Et il était dans le truc. Sauf qu'à un moment donné, bah, il se sentait de moins en moins concerné par le projet, on va dire. Le projet de la religion. Le projet de la religion. Et il s'est dit, bon, bah, je vais revenir aux bases, quoi. Et aujourd'hui, il est heureux comme ça, et ma mère aussi. Ils sont séparés, ils s'entendent bien, mais pour le coup, c'est vrai que c'était assez particulier comme scénario. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de figure comme ça, tu vois. Des gens qui se convertissent pour plaire à quelqu'un ou par amour. Et c'est un peu le problème de cette nouvelle façon de voir les choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de mélange que on est obligé d'être confronté à des fois des chocs culturels, et je pense que la meilleure façon de les gérer, c'est juste de pas forcément changer, c'est juste de se dire bon bah je te prends comme t'es, et on avance comme ça, tu vois. Le fait de devoir changer pour quelqu'un, c'est souvent un peu problématique, tu vois. Tu racontais, enfin t'as glissé là tout à l'heure que tu voulais jouer au foot et tout, t'as tout un truc où tu racontes aussi que ton père était très présent, il te foutait la pression de ouf. De ouf, il était tout le temps là. Tout le temps là. Au bord du terrain. Il était tout le temps là, et parce que mon père, il avait le rêve que je devienne footballeur. Donc, comme beaucoup de papas, je pense, qui aiment le foot. Et tu sais, moi, j'étais pas forcément fort, mais à cette époque-là, le foot, c'était vraiment une passion plus que un projet de vie, tu vois. Ouais. Et quand t'es enfant et que ton père, il te met une pression pour que tu deviennes pro, alors que toi, tu veux juste jouer au foot, tu sais, il y a un petit décalage qui fait que forcément, t'es stressé. Et à chaque fois que tu vas au match le week-end, tu vas pas pour les bonnes raisons. Et moi, c'était un peu ça, tu vois. Il y avait tout un truc où mon père, vraiment, les gens le voyaient vraiment comme un mec. On pensait que c'était un gars de l'AS Monaco qui venait chaque week-end pour superviser des joueurs, alors qu'il venait juste me voir moi, tu vois. Donc, c'était assez particulier. Mais moi, j'ai kiffé ce moment aussi parce que quand je marquais des buts, il était content. Quand je ratais aussi, il me le faisait comprendre. mais c'était cool, ça m'a forgé aussi, tu vois. T'as réussi à lui reparler de tout ce que tu racontes dans le spectacle? Il est venu voir. Il est venu voir, qu'est-ce qu'il Bien en a? sûr. Putain, j'aurais adoré avoir le débrief de ton père. Il est venu voir en décembre au Trianon quand j'ai fait ok. mon spectacle à Bordeaux. Il était avec ma mère. Écoute, mon père, il était ému, très ému, parce que voilà, il y avait beaucoup de gens qui rigolaient. L'ambiance était folle. À la fin, je les ai fait monter sur scène et tout pour les remercier. Il y avait tout un truc de ça. Après, il m'avait dit, c'est vrai que tu parles beaucoup de moi. Je pensais pas que tu avais autant besoin de parler de moi dans ton spectacle. C'était pas des choses dont tu lui avais parlé avant? Non. Il avait jamais. Il a découvert le spectacle en même temps qu'il a découvert comment son fils pensait que son père était, tu vois. Donc il y avait tout un truc autour de ça. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de le voir ému, de le voir touché, parce que je me dis que quand tes parents ils sont dans la même direction que toi, tu peux que avancer dans la bonne direction. Donc c'est cool. Après, comme je dis, le spectacle est toujours en évolution, et le but c'est de toujours rendre une copie qui fait que moi, mes parents et tous les gens que je raconte dans le spectacle ne puissent pas se sentir blessés, ou, tu vois, parce que le but c'est pas de blesser des gens autour de moi, c'est surtout de rendre un trait de ma vie le plus juste possible et le plus sincère. Et si les gens du public ils sentent que c'est sincère, mon père aussi je pense, donc le but c'est de rester dans cette ligne de conduite là. Ok. Et tu sens que tu avais le besoin de raconter tout ce que tu as raconté pour toi, un peu en mode thérapeutique? Je pense que ça fait partie de aussi une façon de se démarquer sur scène, tu vois. Il y a aussi une façon de raconter qui fait que, tu sais, aujourd'hui le stand-up c'est beaucoup les mecs qui veulent faire des vannes, punch, et pas forcément poser les histoires. Et moi, vu que je raconte une vraie histoire qui est la mienne, je trouvais ça légitime de poser le sujet et les blagues de façon un peu plus thérapeutique, comme tu dis, parce que ça rend le propos encore plus juste et plus agréable aussi pour le public, tu vois. Si t'as un mec qui raconte sa vie mais qui débite, tu crois un peu moins à ce qu'il raconte. Alors que quand tu mets un peu plus de
d'intérêt dans ton propos et dans ta façon d'appuyer sur certains trucs, bah les gens ils se disent mais je crois que c'est vrai, je crois qu'il ne dit pas des bêtises là, tu vois. Et pour moi c'était important, et c'est important encore de taffer sur ce truc là de sincérité dans le ton, sincérité dans la voix et dans la façon dont je raconte le sujet, quoi. T'as toute une histoire aussi avec un faux compte Facebook. Ouais, de ouf. Ah, ça, c'était marrant. C'est une première blague d'ailleurs sur scène. En gros, c'était vraiment un truc où j'étais avec un pote à moi et on s'amusait à parler à une meuf, tu vois. Sauf que moi, j'étais vraiment sérieux quand je parlais à la meuf et mon pote, il rigolait. Et le fait que lui, il ait réussi à, entre guillemets, sortir avec elle derrière alors que c'était moi qui étais dessus en premier, ça m'a grave blessé. Et je sais pas pourquoi. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ouais. Tu sais, j'étais un petit branleur. Ouais. J'avais 15 ans et donc c'était un peu le début de Facebook et tout, les skyblogs, tout ça. Et à cette époque-là, c'était devenu courant de parler aux gens sur MSN et tout. Et moi, j'avais envie de piéger mon pote, tu vois, en mode ouais, je lui ai écrit des trucs, je lui envoie des messages, on discute, mais c'est pas que c'est moi. Je voulais le voir un peu rentrer dans le truc. Et c'était marrant parce qu'au bout de 3-4 jours, je voyais qu'on s'écrivait beaucoup et je voyais que lui, il me répondait moins. Tu sais, il était un peu en mode, le mec, il next la meuf, tu vois. Et moi, vu que c'est dans une posture de meuf qui drague, ça me saoulait qu'il me réponde pas ou qu'il soit pas tac au tac, tu vois. Et j'ai commencé à rentrer dans un truc où, en fait, je me disais, mais gros, là, t'es en train de t'attacher à ton pote. Ça devient presque chelou et c'est drôle le paradoxe qu'il peut y avoir entre dans la vie, c'est vraiment ton pote et le fait qu'il y ait juste un écran qui vous sépare et qu'il n'y ait pas d'image et rien. Tu sais, ça a fait tout de suite ces deux autres personnages, tu vois. Et récemment, il y a une série qui est sortie avec un épisode où c'était exactement ça. Je sais pas si tu regardes Black Mirror. Ouais, si. Dans Black Mirror, il y a un épisode où c'est deux mecs qui sont potes. Il y en a un qui est avec sa meuf et tout, il a une vie de famille et tout, etc. Et il a un pote à lui qui est célibataire, mais qui a toujours été en mode geek à fond. Il l'invite à jouer à un jeu vidéo qui est un truc de virtuel, je crois que c'est télé-réalité virtuelle. Ouais. Donc en gros, ils sont dans une sorte de maison et ils sont tous les deux et ils parlent et ils discutent avec des avatars, tu vois. Ouais. Et en fait, ils sont tellement proches dans le jeu que dans la vraie vie, ils deviennent en mode amoureux. Et lui, il rompt toute sa vie de famille avec sa femme. Lui, tout seul, il se met avec le gars et ils sont dans une sorte de double vie hyper réelle en fait. Parce que tu te dis que c'est possible en vrai. T'es là, c'est comme quand tu parles avec une meuf. Tu parles avec elle tous les soirs, tu l'as jamais vue en vrai, mais tu as déjà envie de la voir parce que vous êtes dit tellement de choses virtuellement que tu la connais déjà. Ouais. Et même si elle te plaît pas physiquement, tu as appris à connaître quelqu'un que tu n'as jamais vu, et je trouve que c'est encore plus sain finalement. Tu vois, des fois tu vas voir des gens, ils peuvent t'intéresser, mais juste parce que physiquement t'as pas matché, tu vas mettre une case j'aime pas. Alors que si tu fais une semaine ou deux à juste parler avec elle, pas de vidéo, rien, juste vous parlez, vous écoutez, vous discutez, vous rigolez. Quand tu vas la voir, tu vas même plus calculer la suite, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'était une façon comme une autre de renouer un autre lien avec ton pote à l'époque, ou tu l'as pas, enfin, ça a fini par devenir la conséquence sans que tu le fasses. En fait, il l'a su après. Ah, okay. Il l'a su, donc on a désamorcé direct, tu vois. Mais c'est vrai que c'était assez marrant de voir. Tu sais, moi, un jour, je lui ai dit, tu parles à une meuf en ce moment? Et il me dit, ouais, je sais pas, 2-3 meufs. Là, il y a une meuf, elle me parle en ce moment, elle dit Jessica, elle me saoule. Et moi, je l'ai pris pour moi. J'étais en mode, attends, il est en train de dire que c'est moi qui le saoule, genre. Et je lui ai dit au bout de 2-3 heures que c'était moi le gars. Ouais. Et il me croyait pas et tout. Je lui ai montré les messages, il était choqué. Il m'a dit, t'es vraiment un connard et tout. Et c'était drôle. C'est drôle de voir sa réaction parce que c'est là aussi, on revient sur l'idée de c'est quoi être un mec, tu vois. Lui, il s'est senti blessé dans l'ego parce qu'il s'est dit, il y a un mec qui me drague alors que je suis pas gay, tu vois. Ah, c'est pas parce que tu lui avais menti? Non, il a pris le seum parce que justement, moi, j'ai fait passer un compte meuf alors que c'était un compte gars. Ouais. Et le fait qu'entre guillemets, lui, il s'intéresse un peu à moi alors que c'était moi et pas la meuf, ça l'a blessé dans l'ego. Ah, okay. Tu vois, il s'est dit, mais j'ai parlé avec un mec pendant genre 6 jours, tu vois. Et genre, j'aimais bien, tu vois. Et il s'est dit, mais ouais, genre, pour lui, c'était genre, je suis à ça de devenir gay. Alors qu'en vrai, ça n'a rien à voir. C'est juste, t'as eu un feeling avec quelqu'un, ça arrive, tu vois. Ouais. Et ce quelqu'un, c'était moi. Et c'était trop drôle de voir sa réaction en mode putain, mec, fallait me dire, c'est pas bien. T'es là, tu me gères et tout. T'es fou, toi. C'était trop marrant. Je lui ai dit, t'avais qu'à pas prendre ma meuf. C'était ça le message. Ouais, parce que moi, je me serais dit, ok, il t'en a voulu parce que tu
tu lui as menti pendant 6 jours, quoi, tu vois, tu lui as Non, raconté non. des bobards. Même pas, même c'était pas. pas pour ça. C'était pour vraiment le côté, genre, égo blessé, tu vois. C'est assez marrant. Putain. Il y a tout un. Tu parles aussi assez ouvertement de ta virginité et de ton dépucelage tardif. Ouais, exact. Enfin, tardif, en même temps, on s'en fout, quoi, tu vois, il n'y a pas de bon âge, mais c'est juste. T'avais 24 ans, c'est ça? Ouais, exact. En fait, j'ai attendu très très longtemps pour 2 raisons. La première, comme je dis, c'est que je voulais tomber amoureux d'une femme et vraiment sur le principe d'attendre d'être en couple et d'avoir des sentiments pour faire ça. Et la deuxième, c'est parce que j'avais un sketch aussi pendant très longtemps où je faisais des blagues sur ma virginité. Tu vois, je disais pendant... Ah, ça t'a enfermé dans ce truc? Ouais, vraiment. Pendant genre 5 ans, j'avais un sketch où je disais que je suis puceau et les blagues, elles marchaient de ouf parce qu'il y avait un truc dont on n'a jamais vu ça sur scène, tu vois. On n'a jamais vu quelqu'un qui parle de ça avec une légèreté et une finesse et tout. Et du coup, j'étais dans un truc où je me disais, mec, si tu kennes, là, tu perds toutes tes blagues. Tu vois? Et j'étais en mode, c'est pas ce que je veux. Je veux quand même réussir dans l'humour tout en étant vierge et tout. Mais à un moment donné, tu vois, t'es dépassé par ça. Tu sens que même dans la vie, les gens, ils me parlaient que de ça. Tu vois, c'était en mode, Ah ouais? Ouais, ça devenait genre, du coup, c'est quand que tu kennes. Ouais, je suis sûr que t'es un menteur. Ouais, je suis sûr que tu dis ça juste pour garder tes blagues. Et ils avaient raison. Tu vois, c'était un truc j'étais vraiment enfermé dans ce truc sans m'en rendre compte. Et à un moment donné, je sais pas, je me suis mis comme une sorte de pression naturelle. Je me suis dit, ok, tu fais un bilan, t'as 24 ans, t'as jamais eu de rapport avec des meufs, mais parce que t'en as pas eu envie et parce que t'en as pas rencontré. T'avais peur un peu aussi ou... J'avais pas d'appréhension. Ok. J'avais plus peur, comme je dis, pour mon sketch Ouais. que pour l'acte en lui-même, tu vois. Ou dans ton rapport aux filles aussi, peut-être. Moi, mon rapport aux filles, il a toujours été, tu vois, j'ai toujours été un peu un séducteur, tu vois. Ok. J'ai toujours été un peu en mode, ouais, j'aime bien parler, mais tu sais, j'étais un peu une allumeuse. Tu vois, quand je parlais avec une meuf, je la Ou un allumeur. Ouais, un allumeur. J'aime bien le mot allumeuse parce que c'est vraiment, on voit vraiment l'image, tu vois. On voit vraiment le genre de meuf, tu sais, qui te parle pendant des heures et des heures, mais au final, elle va rien faire. Juste, elle s'amuse pour flatter son ego, tu vois. Et j'étais vraiment ce genre de gars. J'étais en mode, vraiment, je parlais avec des meufs. Et puis, il y a des gars comme ça, en fait. Oui, de ouf. La preuve, hein. De ouf. Mais ça a pas de nom. On appelle ça des bâtards, en vrai, tu vois. Ça a pas de nom. Alors qu'une meuf, c'est vraiment, il y a un truc. Il y a une bâtarde, ça se dit pas même. Une allumeuse, c'est très précis, on capte. Un mec qui allume les filles, on appelle ça un bâtard, en vrai. Et je trouvais ça hyper chaud de me dire, attends, mais je parle à plein de meufs, il se passe rien, mais quand même, je les mets dans un truc où elles vont peut-être s'attacher et tout, et c'est pas cool. Dans ma démarche, tu peux pas dire j'ai des principes, je gère pas de meufs, je couche pas avec des meufs pour telle raison, mais de l'autre côté, tu parles à plein de meufs dans le but de peut-être que elles se disent on va plus loin, tu vois. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un justement qui m'a un peu démonté, genre dans le sens où genre elle m'a cassé toute mon idée de la virginité en mode mais je pense que tu te préserves pas pour les bonnes raisons, tu vois. Elle m'a dit ça se voit que dans ta démarche là t'es plus dans un truc de sincérité et principe, t'es rentré dans un truc où tu veux garder tes blagues, tu veux garder ton truc, et quelque part elle a eu raison. Et on a tellement parlé avec elle, on a parlé pendant peut-être 6 mois, on a appris à se connaître, on a appris à vivre ensemble et tout, et le fait que je me rende compte qu'elle s'intéresse même plus à tout ça et juste elle s'intéresse à ma personne, ça m'a tellement rassuré. Et c'est avec elle que j'ai fait ma première fois et je trouvais ça hyper juste en fait que ce soit elle, parce que elle a cerné qui j'étais très vite, elle a capté ce qui allait pas, et à la fin de ma première fois c'était trop drôle parce que la première chose qu'elle me dit c'est du coup tu préfères ça ou les blagues, tu vois. et alors verdict? Et je te jure que dans ma tête j'ai réfléchi en mode bah je sais pas, mais du coup là j'ai perdu 5 minutes, genre là j'ai perdu un sketch. Et donc, dans la foulée, j'ai commencé à réfléchir à des nouvelles idées, tu vois. Putain. Je me dis là, il faut que tu m'aides à écrire mon nouveau passage, en fait, parce que c'est bien beau de faire l'amour et tout, mais maintenant, j'ai plus de blagues, tu vois. Et il y avait un truc assez marrant où vraiment le soir même, j'en parlais avec elle. Et je lui disais, mais du coup, je lui posais des questions qui pouvaient m'orienter sur des sketchs, tu vois. Genre, ouais, une première fois, ça se passe comment? Toi, t'avais déjà eu un rapport avec quelqu'un? Ok. Tu sais, j'étais déjà dans un schéma de réécriture. Alors que je venais de passer un moment normalement qui marque un peu la vie d'un homme, tu vois. Bah ouais. Et ouais, j'étais vraiment perturbé par ce truc-là, tu vois. Mais t'étais... de ce fait-là, t'as un peu l'impression d'être passé à côté du moment? Un petit peu, ouais. C'est un peu, tu sais, ce qu'on reproche, c'est un peu aussi un truc qu'on n'apprend pas aux garçons, quoi, tu vois, de se raccrocher à ses émotions, etc. Ouf. Et de juste, là, tu vois, t'étais dans ta tête à ce moment-là, t'étais là dans. J'étais pensif. Quelle est la. Tu vois, genre. Quelle prochaine étape? C'est presque, tu vois, j'aime pas dire ces mots-là, mais genre à chaque pénétration, j'étais en mode, je perds 1 minute, tu vois. Ah ouais. Genre j'étais dans
dans une sorte de réflexion sur chaque fois que j'allais être avec la fille en coït et tout. Ouais. Bah, il y a des blagues qui sautent, tu vois. Et Putain. dès que j'arrive au dernier coït et tout, enfin au dernier truc et tout, bah ça y est, j'ai perdu mon sketch en entier et tout, c'est fini. T'oublies tous ces millions de vues sur YouTube, t'oublies tout ça et tu repars à zéro, tu vois. J'étais vraiment en mode, c'est comme si j'avais tué un humoriste pour en recréer un autre, tu Ouais. vois. Enfin, où en fait. Et quelque part, ça m'a tellement aidé dans Ouais, la ok. suite parce que il y a eu plein de choses qui ont changé après dans ma vie. Déjà, physiquement, j'ai changé un peu. Il y a plein de choses dans ma tête que j'ai changé. Dans mon attitude, dans ma confiance aussi. Je pense que quelque part, le fait de me préserver, c'était aussi un manque de confiance en moi. Ouais. Et le fait de l'avoir fait après, c'est comme si ça m'avait déverrouillé une façon d'être, une attitude que j'avais pas avant, tu vois. Mais c'était quoi ton attitude d'après alors? Bah, en fait, après, j'étais en mode, ouais, je l'ai fait, ouais, c'est cool, mais voilà, c'est pas mon objectif de vie, tu vois. Je fais pas que ça. Je prends le tram, enfin, tu vois, je fais d'autres trucs. C'était pas devenu une obsession. Alors qu'avant, c'était vraiment, je pensais beaucoup à ça. Tu sais, non, faut que je me préserve, Maintenant, tu vois, dans ma vie, genre, tu me dis, je peux ne rien faire. C'est pas pour autant que derrière, j'ai commencé à gérer toutes les meufs de la Terre. Mais dans un truc, j'étais dans un mood où je me dis, bon, ben voilà, je l'ai fait, c'est cool. Maintenant, je fais d'autres trucs, je pense à autre chose, je me focus sur mes projets et ça me mettait beaucoup moins de pression Ouais. en tant qu'homme et du coup, j'avançais mieux dans mes projets, tu vois. Je sais pas, c'est comme si j'avais débloqué quelque chose, Ouais. tu vois. Puis t'as inventé un nouveau sketch, surtout. Aussi, que tu fais déjà. aujourd'hui sur scène. De ouf, que j'ai fait à Montreux et tout et que je trouve encore plus honnête que celui d'avant parce que là, du coup, il y a une sorte de suite. Les gens qui m'ont vu il y a 2 ans ou 3 ans et qui me revoient aujourd'hui, ils se disent, putain, c'est ouf, il nous a pas menti. J'aurais dû me mettre en mode avion. Vas-y, pas de souci. Et tu vois, genre, il y a un truc de vraiment, ok, on a la suite et il nous a pas menti pendant 4 ans. Là, il nous dit encore plus la vérité. Et dans 3 ans, quand il va faire d'autres trucs et qu'il va avoir des enfants et qu'il va, tu vois, sa vie, elle évolue en même temps que nous, on évolue. Et j'aime bien cette idée-là aussi d'avoir un stand-up qu'on peut suivre et lire comme un livre, tu vois. On se dit, il y a une saison 1, il y a une saison 2, c'est violet. La saison 3, ça sera peut-être une autre couleur. Tu vois, il y a tout un truc qui est assez intéressant dans la construction de la carrière. Et moi, je veux rester dans cette dynamique de parler aux gens et dire des trucs vrais, tu vois. Ok. Et pas m'inventer parce que je pourrais raconter des sketchs faire des trucs sur l'actualité, faire des trucs qui seraient très drôles et tout. Mais moi, j'aime pas l'idée de me dire que les gens repartent du spectacle en se rappelant de rien. Tu vois, je veux qu'ils aient l'impression qu'on se connaisse, qu'on a passé un moment avec un pote, mais pas un pote genre que t'as vu une fois. Un gars que tu connais, tu vois, tu sais tout de lui et limite, tu vois, après quand je vais en interaction avec les gens, bah vu que je me suis beaucoup confié, les gens ils ont plus peur de me parler. Tu vois, moi je suis là, je vous dis des trucs de fou sur moi, vous pouvez me confier le fait que ta meuf elle t'est larguée hier ou tu vois, et c'est des trucs on est une équipe, tu vois. C'est ça cool. T'es tombé amoureux de cette fille aussi, en fait, de cette fameuse fille de ta première fois, et tu le racontes dans le spectacle. C'est que ça a duré quelques semaines. Toi, t'es monté en flèche parce que je crois que t'avais aussi un peu, peut-être, enfin, de ce que j'ai compris, moi, une fois, tu l'avais idéalisé, tu vois, ta première fois, et donc forcément, cette fille, il fallait que tu tombes amoureux d'elle, limite, quoi, tu vois. Mais tu racontes pas, en revanche, dans le spectacle, que pendant 6 mois, t'avais discuté avec elle, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est un détail que j'oublie, qu'il faut que je raconte. Mais qu'est-ce que ça t'a fait vivre en fait, tu vois, parce que c'était ta première fois que t'étais amoureux aussi, j'imagine. En fait, ouais, c'était ma première fois où j'étais amoureux et c'était aussi la première fois où genre j'étais dans un vrai dans un vrai sentiment d'écouter la personne et d'être écouté. Tu vois, au début, c'était beaucoup moi qui me racontais et j'écoutais pas les gens. J'étais assez égoïste. Je pensais qu'à moi, je me disais bon ben mon ego il est flatté. Et là avec elle, c'était la première fois que j'étais dans un truc où on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Et je trouvais ça hyper juste et donc du coup ça m'a rassuré et ça m'a aidé à passer le cap parce que j'étais avec quelqu'un qui me comprend et que moi je comprends. Et ça devenait logique en fait. Et ouais, t'étais vraiment dans ce truc de juste ma pomme avant quoi. Ouais, j'étais très égoïste, très sur moi parce que voilà, les filles elles me flattaient et ça me faisait plaisir, tu vois, c'est marrant aussi, je me suis rendu compte à ce moment-là que il y avait plein de meufs qui voulaient me gérer. Tu vois, et moi je savais pas que les meufs elles voulaient gérer des mecs. Moi je pensais que c'était nous qui faisions ce travail-là. Ah oui. Et il y avait cette impression de me dire mais elles sont comme nous en fait. Nous on croit trop c'est des princesses et tout, elles font jamais la queue pour un mec, mais il y en a plein qui font. Et le fait d'être vierge pendant longtemps,
ça a aussi donné une sorte de, c'était un défi pour certaines meufs. Il y Ah, avait des yes. meufs, elles me voyaient comme un jeu Skyrock à gagner, tu vois. Elles se disaient, je te jure, elles se disaient, mais moi, je veux gagner mon week-end avec Nordine des pucelage, tu vois. Il y avait ce truc-là qui devenait un peu rare et du coup, qui leur donnait envie de s'intéresser à moi. Ça te faisait ressentir quoi? Le fait d'avoir autant de meufs qui veulent me Qui gérer. voulaient te... C'était Et assez surtout drôle. qui voulaient te dépuceler comme si c'était un peu, comme si t'étais un peu un trophée, quoi. Ouais, c'était assez drôle dans le sens où moi, moi les meufs, même aujourd'hui, mais je les vois toujours comme tu sais, des créatures d'un autre monde, comme des dauphins, tu vois. Genre, je te jure, c'est trop. J'ai trop de respect pour la femme et le fait tu sais, de me dire que il y a des meufs qui peuvent me courir après, je trouvais ça limite presque triste. Dans le sens où moi, je veux pas qu'elles me courent après, c'est à moi de courir derrière vous, c'est pas l'inverse. Et le fait de voir ça, ça m'a un peu cassé l'image de, de princesse que j'avais d'elle, tu vois. Je me suis dit, ah, parce que moi, j'ai grandi dans le monde des bisounours. Et même encore aujourd'hui, tu vois, pour moi, les meufs, ça fait pas pipi, ça fait pas caca, ça drague pas les mecs, ça attend son prince charmant en bas. Tu vois, il y a tout ça. Aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout. Elles sont hyper naturelles, même beaucoup plus que nous. Et, T'as une petite sœur aujourd'hui, mais qui Ouais. est vraiment beaucoup plus petite que toi, donc Ouais, ouais. t'as pas grandi avec elle, quoi. non, moi, je l'ai fait grandir, tu Ouais. vois. C'est comme ma fille en vrai. Parce Ouais. que moi, elle est née, j'avais 20 ans. Mm. Elle a. Non, attends. Elle est née en 2011. Moi, je suis né en Ouais, elle a 96. 9 ans. Ouais, voilà, Ok. elle a 9 ans. Donc, il y avait un truc de vraiment, vraiment grand frère plus, Mm. tu vois. Et le fait de la voir grandir, de la voir évoluer, de la voir faire des petites phases de meuf et tout, ça m'a déjà permis de encore mieux capter comment fonctionne une fille. Et surtout, ma mère, c'est elle qui m'a éduqué, tu vois, parce que quand mes parents sont séparés, j'ai vécu avec ma mère. L'éducation maternelle de ma mère, ça m'a aussi forgé une carapace féminine, tu vois. Je suis un mec, mais le fait que c'est ma mère qui m'ait couvé, bah, c'est comme si elle avait mis dans ma couette la femme, tu vois. Elle a mis une femme dans ma couette Mm. et cette femme-là, c'est elle qui, quand genre je vais pas bien, ben, elle me rassure et c'est une autre vision des choses. Tu vois, quand t'es éduqué par ta maman, c'est pas pareil. Tu vois, quand c'est ton père qui t'éduque, c'est très froid, il y a une petite distance, il y a une sorte de machisme qui est assez fréquent. Ouais. Parce que voilà, c'est l'éducation paternelle. L'éducation maternelle, c'est de la douceur, c'est de la discussion, c'est beaucoup d'écoute. Et c'est agréable, tu vois, c'est agréable. Et je souhaite ça à tout le monde, d'avoir autant un père présent, mais surtout quelqu'un comme une mère qui soit capable de t'adoucir et de te faire comprendre la vie sans forcément se fâcher ou te laisser tout seul te forger, tu vois. Tu vois que tu pourrais écrire un spectacle sur ta mère, mais peut-être ça serait moins Ça serait pas moins marrant. ça serait moins marrant. Ça serait il y aurait beaucoup de Parce que ton conférences. père, tu le vannes. Ouais. Ton père, il prend cher, hein, quand même. Ma mère, j'arrive pas à vanner parce que c'est que de la sensibilité, tu Mm. vois. Et être sensible et Bah, drôle. pourtant, il y a plein de vannes à faire autour des mères trop protectrices. Bien non sûr, bien sûr. Tu vois, ma mère, elle était vraiment trop protectrice dans plein de choses, mais c'est toujours assez touchant plus que drôle, tu vois. Mm. Et ça reste toujours très sensé de parler d'une maman, mais ce sera toujours moins drôle qu'un père qui, tu sais, qui fait des trucs un peu de beauf ou un peu de macho ou un peu dans l'excès. C'est l'excès qui fait rire, tu vois. C'est quand tu exagères que c'est là la Mm. blague est bien. Bien sûr. Quand tu es dans la surjustesse, c'est toujours très bien à écouter, à entendre, mais à rigoler, c'est beaucoup Ouais, moins, c'est sûr. tu vois. Moins de vannes potentielles avec Ouais, maman, et quoi. à moins de vannes, tu peux en faire une ou deux. Mais alors qu'un père, tu peux développer tellement d'axes sur lui. Tu ne te gênes pas pour développer 2-3 axes. Tu vois, on est dans ce truc-là, donc c'est cool. C'est cool. L'autre truc qui est un peu marquant dans ton spectacle aussi, c'est cette fameuse virée avec tes potes qui décident à un moment donné de te payer une meuf dans un bar Ouais, pour te dépuceler, en fait. de ouf. Ah, c'était marquant, j'oublierai jamais. C'était ouf. C'est assez fascinant. Tes potes, c'est ça, tes potes en ont marre à un moment donné de. C'est ça, comme je dis, tu sais, Que tu parles sans arrêt de ça, quoi. de ouf. Comme je disais, j'avais une pression, c'était que vraiment, sur scène et dans la vie, ça devenait une obsession. Et comme je dis dans le spectacle, tu vois, j'ai des potes qui sont en mode, eux, ils ont très très vite passé le cap de la virginité. Donc pour eux, ça devenait limite pas normal. Ah Que oui. Moi, à 24 ans, je suis encore vierge, alors que eux, tous les week-ends, ils gèrent des meufs. Et ils peuvent pas m'amener avec eux dans les soirées parce qu'ils savent que je vais rien faire. Et tu sais, je suis un peu le gars, je suis le Sam qui conduit la voiture en rentrant, sauf que je bois pas d'alcool et je gère pas de meuf. Et donc, en fait, je sers un peu à rien, tu vois.
Et ça, pour mes potes, c'était un peu. Tu trouvais vraiment que tu servais à rien, toi? Moi, j'étais là. Mais eux, ils pensaient que ils me considéraient pas en tant que mec utile. Putain. Parce qu'il y avait ce truc-là de. Tu leur en as parlé, ça? À eux? Ouais. Pas de cette façon-là, mais Ouais. c'est vrai qu'il y a toujours eu un truc de. Mais en vrai, pour vous, je sers à quoi? Si je fume pas, je bois pas, j'ai pas le permis, enfin, il y a quoi qui est bien dans ma personne? Ils me disent non, mais t'es gaulerie. En fait, le fait d'être comme ça les faisait marrer. Donc j'étais un peu leur petit frère, tu vois. Ok. Mais il y avait ce truc de pression sociale de ouf qui fait qu'un jour mes potes, voilà, ils m'ont dit bah viens, on va là-bas et tout. Et c'est assez marrant le décalage d'être puceau dans un endroit aussi sombre que ça. Parce que forcément, moi, comme je dis, je suis dans un monde autre, le monde des bisounours. Et quand tu arrives dans ces endroits-là qui sont hyper terre à terre, où t'as pas le choix, t'as une pression, les meufs qui viennent te voir, c'est pas du tout des meufs que tu croiserais dans la rue ou dans la vie. Donc le décalage est super drôle. Et le fait de pouvoir réussir à raconter ça sur scène aussi, c'est assez intéressant parce que c'est des trucs, je pense, il y a plein de mecs qui ont déjà été confrontés à des situations comme ça, d'aller dans des bars comme ça. Et le fait de pouvoir dénoter quelque chose de très drôle de tout ça, c'est que quelque part, il y a une certaine justesse et surtout, il y a beaucoup de sincérité dans ce que je raconte, tu vois. Et quand je décris la soirée dans ce club-là, c'est vraiment sans rien rajouter. Tu vois, il y a très peu de vannes que j'ai écrites. C'était vraiment la situation qui était marrante parce que t'es puceau dans un club et c'est pas échangiste, mais voilà, c'est les clubs libertins, on appelle ça comme ça. Non, je sais pas. Je crois, je sais pas. En vrai, c'est un bar à timbre, mais Ça, oui, c'est un bar à prostituées. Voilà, clairement. tu vois. Les mecs, ton pote te file 100 balles pour que tu puisses payer la meuf, quoi. Exactement. C'est son cadeau, quoi. c'est ouf. Genre vraiment, tiens, bah voilà, bon anniversaire Nordine, tu vois. Waouh. C'est presque. Et toi, t'es là avec ton billet à la con en Ouais. disant, oh bah, ça va être le moment d'y aller. Mais bon, tu bref. peux pas. On vous spoil pas le spectacle, mais De ouf. c'est quand même. C'est toujours mieux quand c'est vu que Oui. raconté. Oui, c'est sûr. Mais non, mais dans l'idée, c'est ça, c'est ouf. Et c'est vrai que ça m'a permis de travailler un passage avec ça dans la foulée. Et je suis content d'avoir réussi à insérer ça dans le spectacle parce que au début, c'était pas évident. C'est là où je remercie beaucoup Tierno, mon metteur en scène, parce que Tierno, dans la façon de construire le spectacle, il m'a beaucoup aidé à insérer des blocs qui, de base, pour moi, n'avaient pas de place, tu vois. Ils rentraient pas dans le truc. Et c'est en fait plus la performance de comédien qui va faire rigoler sur certains passages que les blagues, tu vois. La situation, le fait qu'on s'imagine là-bas avec moi, que les gens voient comment on peut être vraiment gêné quand t'es comme ça dans la vie, mais que t'es dans un endroit qui n'est pas fait pour toi et tout. Il y avait tout ça qui qu'en fait devenait juste. Et il m'a beaucoup aidé à construire ce spectacle et que ça ait du lien. Et que tu vois, je parle de mon père et tout à genre le métro ou bien cet endroit-là. Enfin, tu vois, je trouve que c'est assez bien enchaîné dans les liaisons et qu'on est encore en train de travailler dessus pour que ça soit toujours plus fluide et toujours plus drôle. Mais je suis déjà content de la base qu'on tient, tu vois, c'est cool. T'entretiens aussi, j'ai l'impression, une sorte de flou, alors je veux pas rentrer dans ta vie privée, mais sur ton orientation sexuelle, parce qu'en fait tu racontes oui. que tes potes gays veulent te, comme tu dis, convertir, je sais plus quel terme. Convertir, c'est ça. Convertir. Et je trouve ça assez intéressant en fait que tu joues là-dessus en fait, parce que pour moi c'est pareil, ça va dans cette histoire de masculinité, d'hétérosexualité, etc. quoi. En fait, le fait d'avoir été vierge longtemps, pendant très longtemps, du coup j'avais beaucoup de gens qui pensaient que j'étais gay. Parce que c'était genre, tu kennes pas de meuf, t'es gay. Et un raccourci très rapide, tu vois. Et le fait aussi que, tu vois, je sois dans la sable, j'aime bien m'habiller, je suis pas forcément... Oui, t'es stylé, tu prends soin de toi. Voilà, tu vois, on appelle ça un métrosexuel, tu vois, dans l'idée de, tu prends soin de toi, tu mets du make-up, tu fais, pas du maquillage, mais genre, tu fais une skincare routine, tu vois. Il y a, en plus, des fois, dans ma façon de jouer, j'aime bien, tu sais, un peu être en mode, un peu meuf, parce que ça, je trouve que le fait de faire des blagues avec une posture féminine, c'est toujours plus agréable à écouter quand t'es un mec. Tu vois, quand t'envoies une punchline et que t'es un mec, c'est toujours plus dur à entendre. Alors que quand t'es une meuf ou que t'as mis plus de douceur dans la blague, ça marche mieux, tu vois. Et c'est vrai que le fait d'avoir été pendant longtemps vierge, j'avais beaucoup de gens qui, du coup, me mettaient la pression pour savoir si j'étais gay alors que je l'étais pas et je sais que je le suis pas, tu vois. Et le fait, de laisser ce doute-là, c'est marrant. Et les gens, ils aiment bien le côté on sait pas. Tu vois, est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est pas gay, est-ce qu'il est, tu vois, le fait de douter, ça, est-ce qu'il est vraiment puceau, est-ce qu'il est pas puceau, quand il y a du doute,
c'est là où les gens ils aiment bien et ils rigolent parce que il y a un truc de putain c'est marrant. Tu sais pendant toute l'heure on se pose la question mais est-ce qu'il a vraiment fait, est-ce qu'il a vraiment été là-bas, est-ce que son père il est vraiment comme ça et c'est tout un truc que j'aime bien taffer. Après tu vois dans ce passage-là sur les gays qui essayent de me convertir, il y a aussi eu beaucoup de réflexions avec justement des potes gays parce que dans la façon de raconter ça, on sait aujourd'hui que c'est compliqué de parler de certains sujets, c'est très touchy, tu vois, et dans les mots, je trouve qu'ils m'ont bien aidé, tu vois. Et c'est surtout à eux que je suis allé demander des conseils avant de parler de ça sur scène, parce que il y avait un truc de si eux ils se sentent pas visés et blessés par ce que je vais dire, tout le monde va rigoler. Parce que les gens quand ils rigolent à une blague, c'est qu'on se dit il y a pas de méchanceté, il y a pas de entre guillemets volonté de détruire une communauté, c'est juste un gars il fait une blague, j'avoue il a raison, tu vois. Le fait de dire que quand t'as rien fait pour les gays t'es encore capturable, bah c'est vrai qu'il y a un truc de c'est vrai, tu vois. Pour eux vu que t'as rien fait et que t'as pas choisi de camp, il y a moyen de te dire viens là-bas, tu vois. T'as pas été là-bas, peut-être c'est bien, tu vas peut-être kiffer et peut-être que si tu viens là-bas une fois et que tu kiffes, tu vas plus aller ailleurs, tu vois. Et je trouve ça bien et c'est bien aussi d'avoir comme on dit un prisme assez large dans les blagues et dans les sujets parce qu'au final je parle de la communauté gay sans en parler donc quelqu'un qui est dans cette communauté il peut se sentir grave concerné et kiffer le spectacle juste parce qu'il y a une vanne ou deux dessus et en plus elles sont pas méchantes. Le fait que je parle de mon métissage ça peut ramener autant les Renois que les Rebeux et également les Blancs parce que moi je suis né en France, je suis français avant tout donc il y a tout un truc de au final c'est le but de ce spectacle c'est surtout de réunir plus que de diviser avec mon histoire, tu vois. Parce que mon histoire, c'est celle de, je pense, de plein de gens. Ouais. Et il suffit juste de toucher dans chaque thème, dans chaque bloc, chaque communauté pour qu'au final, tu réunisses tout le monde. Et c'est là où je pense que tu réussis à faire des grosses salles et tourner le plus avec un spectacle, c'est quand tu fais l'unanimité auprès de tout le monde, tu vois. Que la personne de 60 ans, elle puisse ramener ses enfants, que le mec qui a vécu 6 ans au Canada et au Congo, il puisse se dire j'ai vécu en France et j'aime bien ce qu'il fait parce que ça me touche dans la façon d'être, dans qui il est, des sujets qu'il aborde. C'est plein de trucs qui sont aussi réfléchis et au final... J'aime beaucoup ton approche. De tout ça parce qu'en fait, t'as à la fois un truc très sincère, tu vois, et en même temps, il y a aussi un côté très très sincère qui vient du cœur et ça se sent, tu vois, de ce que tu fais sur scène. Mais effectivement, après, t'as un vrai truc, comme tu dis, marqué. Bah oui, de ouf. Tu réfléchis vraiment à ça en te disant, bon, bah, ok, en fait, c'est aussi une bonne façon de brasser le plus large possible. Le spectacle, il faut savoir aussi que quand on fait du stand-up, on est tellement nombreux que quand tu fais des sujets, des blagues sur des sujets, faut se dire qu'on a tout déjà. Toutes les blagues ont déjà été faites, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est soit d'avoir un personnage qui fait que les gens, ils vont tout de suite adhérer au perso. Je prends l'exemple de Paul Mirabel, Jimo. C'est des mecs qui sont arrivés avec des trucs tellement différents que l'humain que tu vois, il te donne envie d'écouter sans qu'il te raconte. Même si tu sais pas ce qu'il va dire, tu vas rigoler, tu vois. Et puis t'as les autres créneaux, c'est le mec qui va avoir une identité assez claire. C'est ce mec-là. Et c'est ces sujets qui vont réunir les gens plus que le personnage, tu vois. Moi, quand tu me vois comme ça, tu te dis pas que j'ai tout ça. Que je suis rebeu, renois, que je suis resté vierge 24 ans, que j'ai toujours un peu galéré avec les meufs, parce que physiquement ça va, tu vois, je suis pas à plaindre, c'est pas pour me vanter, mais genre je connais des mecs qui galèrent plus, qui galèrent beaucoup plus et qui eux, pour le coup, genre ils sont pas dans une posture où ils font de la scène, où ils sont un peu dans, tu vois, genre j'ai la chance d'avoir un père et une mère qui m'ont donné des beaux traits de visage, tu vois, et c'est un truc qui est quelque part assez surprenant quand t'entends un mec comme ça, tu vois physiquement, tu te dis il doit gérer des meufs, et après tu l'entends, il te dit mais je suis resté vierge 24 ans pour telle et telle raison, aujourd'hui ma meuf elle est partie avec un autre gars, enfin tu vois, il y a un truc de surprise, et c'est tout ça qui je pense réunit, et en fait quand tu réfléchis à construire un spectacle, il faut réfléchir aussi à comment tu vas l'exploiter, et pour exploiter un spectacle, il faut que ça soit très large, ou soit unanime, tu vois, et pour le coup là en mettant dans chaque phrase, dans chaque texte des cases qui pourraient toucher tout le monde, bah je divise de moins en moins le public et je peux ramener le max de monde, tu vois, même dans ma façon d'apporter le spectacle. Je sais pas si ce que tu as ressenti, mais j'essaie d'être le moins vulgaire possible, alors qu'il y a des perches de vulgarité qui s'ouvrent à moi, tu vois. Je pourrais très bien rentrer dans le ouais je baise des trucs, je dis des mots durs,
Mais justement, si je dis ces mots-là, je perds une grosse partie du public, tu vois. Alors qu'à l'inverse, parler de plein de trucs qui pourraient être comme ça, ouverts à des vulgarités gratuites, et d'amener de la finesse dans tout ça, ça rassure beaucoup de gens. Ça rassure les parents qui vont pouvoir amener leurs enfants, ça rassure les femmes qui vont pas se sentir blessées, ça rassure aussi les gens d'une communauté religieuse particulière, tu vois, que ce soit les musulmans ou les juifs ou les chrétiens, quand ils sont très religieux, ils sont pas trop ouverts à des sujets un peu en dessous de la ceinture. Et le fait de parler de tout ça avec à aucun moment une volonté de blesser ou de dire des mots durs, bah ça fait mouche, tu vois. Et le but, c'est de rester dans cette ligne de conduite-là. J'aimerais qu'on parle de ta sœur, de ce que ça t'a apporté. Tu disais tout à l'heure, si tu peux remettre ton casque, si tu veux. Là, Tu disais tout à l'heure que ça t'avait beaucoup, que ça t'avait apporté, que tu l'avais limite élevé comme un grand frère, en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir cette petite meuf autour de toi depuis 9 ans maintenant? Bah écoute, c'est assez fort comme sensation parce que elle s'occupe de moi un peu comme ma mère, sauf qu'elle a aucun pouvoir, tu vois. Ma mère, elle m'a créé, elle m'a éduqué, elle m'a nourri, elle m'a fait vivre dans un lieu. Donc en fait, il y a tout ça sans ça, tu vois. Et c'est fou de voir comment une petite de 9 ans peut te donner de l'amour comme une mère alors que c'est pas son rôle, tu vois. Normalement, c'est l'inverse. Et elle, tu vois, elle a toujours su me toucher. Des fois, tu sais, j'étais un peu pas bien par rapport au spectacle. Tu sais, quand on pouvait pas jouer, Covid et tout, j'étais à la maison, j'étais un peu pas triste, mais voilà, je faisais rien. Et elle était là, elle me disait, tu veux des crêpes? Tu sais, c'est trop, c'est mignon et c'est très touchant. Et tu te dis, mais c'est ma mère, mais en bébé. Et je trouvais ça ouf qu'elle s'occupe de moi. Tu vois, quand j'étais un peu malade, elle m'amène un plateau repas, les trucs. C'est les attentions qui m'ont fait comprendre que, ouais, un enfant, je pense que quand c'est le tien, c'est encore plus fort. Tu vois là, et moi, tu sais, quand elle te donne tout ça, du coup, t'as qu'une envie, c'est de lui rendre. Et donc, ça passe par des cadeaux, des sorties, des repas, dans des petits trucs, des McDo. C'est un enfant, un McDo, il est refait. Hein. Ouais. Pas besoin d'aller dans un. Ils aiment pas les restos. Un enfant, tu lui dis, viens, on va à un resto. Non, moi, je vais à un Happy Meal, tu vois. Ils sont dans un truc très. Ils aiment bien les codes qu'ils ont l'habitude de connaître et ils veulent pas s'éloigner de ça, tu vois. Et bon, du coup, c'est bien, c'est rentable pour moi. Mais donc, il y a un truc de. Tu sens que tu as besoin de rendre aussi l'attention qu'elle te donne. Et c'est vrai que c'est fou de me rendre compte. Au début, j'étais pas en plus trop fan de son arrivée. Ah ouais? Ouais, parce que j'étais en mode vas-y, ma mère, elle refait sa vie. Je suis un peu égoïste. Moi... tu avais ce truc, ouais. c'est souvent ce qu'ont les aînés, mais quand ils sont plus petits. Quoi, ouais, tu de vois. ouf. Moi, j'étais en mode vas-y, c'est bon, là, elle va plus nous calculer et tout. Et au final, non, ça a renforcé encore plus. T'étais un peu jaloux? De ouf, j'étais grave jaloux. Et moi, j'ai un petit frère qui est plus petit que moi, mais qui a toujours été, tu vois, très très proche. Donc, on était limite à deux à se dire vas-y, la petite, viens, on la calcule pas. Viens, on la met dans son coin, on s'en fout d'elle et tout. Et au final, on s'est rendu compte que c'était pas possible. parce que ma mère, elle me mettait la pression déjà. Mais surtout que, ouais, on a kiffé la personne. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas amené, que tu aurais bien aimé raconter à propos de la masculinité? Masculinité, non, franchement, je pense qu'on a fait tellement le plus large. Tu parles d'homosexualité, tu parles de sexualité, tu parles de papa. Je pense qu'on a maman, ouais, maman. Tes potes. Il y a, je pense tes potes que tu gères. Hein? de ton pote que tu gères par message. Je te jure. Non, franchement, on a ouvert tellement d'axes là-dessus que ouais, si je devais rajouter peut-être un truc, c'est peut-être ouais, la paternité. Ouais. Tu vois, quand t'es un mec, c'est aussi la capacité de pouvoir faire des enfants et de pouvoir, par ta capacité de mec, de voir quelqu'un naître et de devoir l'éduquer, tu vois, de devoir essayer de lui montrer que t'es un bon papa. Tu vois, c'est une notion assez particulière. Qu'est-ce que c'est être un bon père? Est-ce que c'est être très présent? Est-ce que c'est pas l'être du tout? Il y a deux écoles, tu vois. Et je pense que dans les deux cas, le plus important, c'est juste de laisser son enfant faire ce qu'il a envie de faire sans l'en empêcher. Et je pense que c'est là où il est heureux, tu vois. Moi, mes parents, ils m'ont laissé faire ce que j'ai voulu faire. Dans ma vie, c'était faire mes projets, que ce soit le foot ou le stand-up. Ils m'ont toujours laissé faire. Ils m'ont juste dit, ramène-nous un diplôme. Ça, c'est un peu pour eux, c'est leur salaire, tu vois. Ouais. C'est tu me ramènes le bac et ça, c'est bon, j'ai réussi. Alors qu'en vrai, c'est claqué.
Qu'on soit honnête, le bac ou le permis, c'est plus important que le reste. Hein. Moi, j'ai eu le bac et j'ai eu un BTS, j'ai pas le permis, ma vie, elle est claquée. Bah oui. Alors que si j'avais eu le permis et ni le bac ni le BTS, ma vie, elle serait géniale. Tu vois. Donc, des fois, je pense que sur les diplômes, il y a une pression qui est mise qui n'est pas la bonne. Moi, j'aurais préféré que ma mère elle me dise faut que tu aies ton permis, pas faut que tu aies ton bac, tu vois. C'est des trucs auxquels on pense pas, mais qui sont beaucoup plus utiles dans la vie. Nous, on pense plus, diplôme, longues études, sauf qu'en vrai, c'est pas parce que t'as pas eu ton bac que tu peux pas faire des longues études, ou du moins, je sais pas si tu peux pas. Non, je pense que tu peux pas aller à 100% sans le bac. Il faut le bac. Ouais, je crois qu'il faut le bac. Ouais. Mais bon, voilà, je te donnais un exemple un peu faussé, mais tu vois, tu peux avoir un bac plus 2 et réussir ta vie de ouf. Bien sûr. Tu vois, donc c'est vraiment pas une histoire de Tu peux diplôme. même ne pas avoir le bac et réussir Exactement. ta vie. C'est juste une histoire de la pression sociale veut que on ait des diplômes et Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie quelque part? Exactement. Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est être heureux? Est-ce que c'est... Moi, je pars juste du principe, c'est faire ce qu'on aime. Je crois que t'aurais pu être sur scène sans avoir ton bac. Hein. De non, ouf. mais en vrai. Bah, de ouf. T'aurais pu faire des blagues. Parce que au final, moi, je pense que ce qui m'a aidé avec les études, c'est surtout la façon de parler. Parce que j'étais dans un lycée assez élevé en termes de niveau, qui fait que tu peux pas te comporter comme dans un lycée de quartier. Moi, j'ai grandi dans un quartier. Tu vois, j'ai les codes de la street. Je parlais en mode street. Je peux parler en mode street comme je peux parler en mode cool. Et c'est cette richesse-là aussi qui m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui. C'est le fait d'avoir un peu appris en bas et aussi avoir pris en haut, tu vois. Le fait d'avoir mélangé les deux, ça m'a permis de construire un personnage assez hybride au final, qui fait que je pense que les gens de la street, quand je vais parler, ils vont comprendre quelque chose. Ça va résonner. Et quelqu'un qui travaille, je sais pas, dans les plus hautes instances du gouvernement, il peut aussi être concerné par ce que je raconte, parce que dans les mots et dans la façon de me comporter, de parler, bah, il va pas sentir que c'est un gars qui a jamais appris à parler, tu vois. Et ça, on apprend ça à l'école. On apprend à parler, à se tenir, à venir à l'heure. Tu vois, là, je suis à l'heure au rendez-vous. Si j'avais pas vraiment été mis en pression par ma prof de CE1, c'est plus au lycée, mais au lycée, tu vois, elle me disait t'en as pas marre d'arriver en retard et tout. Et à force de comprendre ça, bah, tu te dis, bah ouais, la vie professionnelle, c'est arriver à l'heure, c'est rendre ton, je sais pas, moi j'ai dit devoir, mais rendre ton interview à l'heure, tu vois, c'est tout ça. Et je suis content et très reconnaissant de ce système scolaire juste pour ça. Le reste, pas ouf, mais sur les codes que tu retiens de ça, je suis très content. Ça te va bien hybride en fait. Ça pourrait être le titre de ton prochain spectacle. Ouais, de ouf. C'est stylé, je trouve que ça correspond parce que pour le coup, c'est vraiment ça, tu vois. Je suis dans un truc assez quand on me voit, on sait pas vraiment qui je suis, et puis quand je parle, on comprend plein de choses et ça colle dans plein d'univers. Donc au final, je pense que c'est un mot qui me correspond bien. Merci Nordine. Merci à toi. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Tu sais, c'est comme sur YouTube et tout, tu vois, dans les podcasts. Pour aller te retrouver sur Insta. Mais aussi, là, tu joues au Métropole jusqu'au, je crois que c'est au mois d'avril ou mai. Mois d'avril. Et puis, on va essayer de faire des belles dates à l'avenir. Donc, c'est que le début. En tout cas, j'espère que je vais vous voir un jour. Ouais. Toi, t'es déjà venu? Yes. Maintenant, il faut que les autres y viennent. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi.